Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent, pour le partager, le fil de leurs idées. Bienvenue pour notre nouvelle séance de lecture sur le fil dans des conditions, comme dit Isabelle, dégradées, étant donné la situation à la Sorbonne. Mais on va faire quand même aussi joyeusement que possible cet enregistrement et ce partage donc, de la lecture d'Isabelle. Donc, je vais vous présenter Isabelle. Isabelle Sersa est professeure à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, professeure de langue et de littérature française. Elle est spécialiste de la ponctuation littéraire. Elle a écrit Esthétique de la ponctuation, paru chez Gallimard en 2012. Elle est également, vous le savez, une grande spécialiste de Proust. Elle a consacré sa thèse à la parenthèse chez Proust et elle s'intéresse actuellement aux liens que la littérature entretient avec les arts et les sciences. Et dans cette perspective, elle a mené le projet de recherche IDEX Prousttime, Penser le temps avec Marcel Proust, avec une équipe pluridisciplinaire qui rassemble, outre des littéraires, des linguistes, mais aussi, donc qui rassemble des physiciens, une historienne, historien, plasticien, plasticienne. Voilà. Et le résultat de ce travail collectif vient de paraître aux éditions Le Pommier, Proust et le temps, un dictionnaire. Et vous savez peut-être qu'il a eu les honneurs du monde des livres d'hier. Donc voilà, nous sommes dans l'actualité d'Isabelle et je vais donc lui laisser, voilà le livre qui vient de sortir, et je vais lui laisser la parole pour présenter Jean-Marc et puis pour dialoguer avec lui autour du travail de Jean-Marc Caranta, que nous accueillons aussi aujourd'hui avec grand plaisir. Merci à tous d'être là. Alors, je prends le relais. Bonjour à tous. Je vais commencer donc par présenter Jean-Marc Caranta, qui est écrivain et professeur, maître de conférences HDR à l'université d'Aix. Et quand Cécile m'a proposé d'intervenir à donc, ce qui devient maintenant une série de LSF, j'ai dit que je n'avais pas de titre en tête. Et puis ensuite, je lui ai dit que si la chose s'ouvrait à la non-fiction, comment on appelle ça maintenant, ou en tous les cas à une écriture qui n'est pas forcément une écriture fictionnelle, mais enfin, on va voir, tout est là. J'aurais un titre à lui proposer. Un titre, donc, qui est, je vous le montre, Un amour de Proust, de Jean-Marc Caranta. Alors, 2 minutes pour fermer le téléphone. Donc, Jean-Marc Caranta est maître de conf HDR, je l'ai dit, à l'université d'Aix-Marseille, et l'intitulé de son poste, c'est Littérature 20e, 21e et création littéraire. Alors, c'est un spécialiste de Proust, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Il a fait sa thèse sur l'esthétique de Proust, qui est parue aux éditions Champion sous le titre Le génie de Proust, de Marcel Proust, je ne sais plus, en 2011. Et il a aussi édité Les Lettres au duc de Valentinois en 2016 chez Gallimard. C'est le côté Proust, on va dire. Et il y a le côté recherche-création. À la même époque, en 2016, il a proposé un Houellebecq au fourneau, qui est une sorte de mise en œuvre, on pourrait dire, justement de ce qu'on peut appeler la recherche-création. Et c'est un livre dans lequel il propose d'aborder Houellebecq par des recettes de cuisine. Enfin là, c'est vraiment un raccourci, il corrigera. Mais c'est-à-dire que c'est la cuisine comme une voie d'entrée dans l'œuvre de Houellebecq, mais l'ouvrage lui-même se présente aussi comme proposant des recettes. J'en dis pas plus, peut-être qu'on en reparlera. Et troisième corde à son arc, si je puis dire, c'est la génétique, l'intérêt pour les manuscrits, l'intérêt pour les brouillons. Donc là, l'ouvrage qui est le plus en rapport avec ça, c'est quelque chose qui vient de sortir aussi, qui s'intitule Le temps perdu, qui est très exactement le manuscrit qui a été refusé fin 2012, début 2013, fin 2012, fin 1912, qui a été le manuscrit de Proust, avec lequel Proust est allé proposer à Pascal, à Ollendorff, à Gallimard, qui a été refusé partout et qu'il a publié
à compte d'auteur chez Grasset. Donc, personne n'avait eu l'idée de le publier. Donc, Jean-Marc Caranta a eu cette idée, ça vient de sortir. Et le deuxième livre, c'est celui-ci, auquel nous allons nous intéresser, Un amour de Proust. Et alors, j'ai envie de dire que pourquoi j'ai proposé ce livre? Parce que même si on n'a jamais entendu parler d'Agostinelli, c'est lui dont le portrait trône en couverture. Agostinelli, qui était le chauffeur et le secrétaire de Proust. Donc, même si on ne s'intéresse pas à Agostinelli, même si on ne s'intéresse pas particulièrement à Proust, encore que ça, c'est très compliqué. Mais enfin, même si tous les détails sur le monde proustien ne vous sont de rien, quoi, c'est intéressant de voir comment ce livre peut effectivement nous toucher, comme le disait Cécile. Pourquoi? Parce que cette biographie est, comme toutes les biographies, une enquête, mais c'est une enquête qui met en relief les résultats qu'elle trouve, bien sûr, mais aussi le processus de l'enquête lui-même et aussi la figure de l'enquêteur. Ça, c'est, on va revenir sur cette présentation en emporte-pièce, mais je voudrais reprendre le fil par un côté peut-être un peu plus institutionnel. Je suis, moi, la marraine de Jean-Marc Caranta au sens de marraine de l'HDR, et l'ouvrage dont on va parler, que vous venez de voir, est l'inédit que Jean-Marc Caranta a proposé au titre donc dans le dossier de l'habilitation à diriger des recherches. Et là, d'emblée, il y a eu des réticences du point de vue institutionnel parce que la biographie, ce n'est pas forcément un genre attendu dans un dossier d'habilitation où l'inédit, la plupart du temps, est un ouvrage érudit. Ça, c'est comment dirais-je, les réticences de cette vieille dame qu'est l'université, qui est attachante, mais qui est parfois un peu psychorigide et qui précisément a peut-être un peu de mal à faire place à ce domaine qu'on va continuer à désigner ici sous ce terme de recherche-création. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a donc celui dont on fait la biographie, qui est Alfred Agostinelli, le chauffeur mécanicien de Proust, le chauffeur mécanicien secrétaire. Et ce choix d'une personne de l'ombre, en fait, c'est les hommes infâmes au sens de Foucault, qui ont justement pas du tout d'histoire, hommes auxquels justement le biographe qui est Caranta va rendre hommage, ou en tous les cas va ressusciter, ou en tous les cas va sortir de l'ombre. Bref, ce livre est autour de cette figure-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cela va contre tous les clichés, on va dire, qui sont attachés à Agostinelli, dont on ne sait pas grand-chose dans le monde proustien, mais qu'on désignait jusqu'ici par une petite frappe monégasque, non, ça c'est ton expression, et en tous les cas, quelqu'un, un jeune homme dont Proust aurait été éperdument amoureux, et Agostinelli profitant de cette liaison pour extorquer de l'argent, un avion, etc. Bref, une Rolls, etc. Donc, premier, vous voyez, élément atypique, une biographie dans un dossier d'habilitation. Deuxième élément, une biographie d'un homme de l'ombre. Et pour parachever le tout, cette biographie, Cécile Narjoux donc, disait que le livre l'avait touchée, mais c'est parce qu'elle a un tour profondément personnel, parce que à cette enquête donc se superpose la figure de l'enquêteur qui présente un certain nombre de points communs avec Agostinelli, avec l'homme sur lequel il enquête. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est pas... Enfin, Caranta, à ce que je sache, n'est pas une petite frappe monégasque, mais comme lui, il a été attiré par la mécanique quand il était jeune, enfin avant en tous les cas de l'être par la littérature, et comme lui surtout, il est niçois. Il connaît le bleu de la mer, il dit il fait bon chaud. Donc, cette biographie qui dessine Agostinelli met aussi en scène donc l'enquête avec ses temps morts, ses rebondissements inattendus, etc. et l'enquêteur lui-même. Et comme on le verra à la fin, mettre en lumière l'enquête
mettre en fiction, on pourrait dire, l'enquête. Et ça rejoint des perspectives actuelles sur ce que Dominique Viard appelle la littérature de terrain. Ça rejoint aussi un des derniers ouvrages de Laurent Demans, je ne sais plus quel est le titre exact, mais il y a enquête dans le titre, c'est peut-être nouvelle modalité de l'enquête, je ne me souviens pas exactement. En tous les cas, on est là dans une veine de non-fiction qui me semble quelque chose voilà, qui émerge à notre époque. Alors, le titre, bien sûr, Un amour de Proust, fait allusion, très très bon titre, qui fait allusion évidemment à celui de la seconde partie du côté de chez Swann, qui est bien sûr Un amour de Swann. Donc, avec le titre nous invite d'emblée dans l'œuvre de Proust, mais c'est dans la vraie vie que Caranta va nous embarquer avec cette biographie, et c'est à la fois dans les pages de la recherche et jusque dans les brouillons et dans les rues de Nice que nous sommes entraînés donc dans une enquête au plus près de l'œuvre et au plus près de la vie d'Agostinelli, on l'a compris. La vie de Proust, évidemment, puisque Agostinelli a partagé quelques années, on va dire, avec Proust, et donc par ce biais, on touche la figure du grand écrivain, j'y reviendrai, et encore une fois, des fragments de la vie de Jean-Marc Caranta, avec ce tour personnel qui effectivement est très touchant. Alors par exemple, pour raconter cette enquête, qui a occupé, je crois, jusqu'à une bonne dizaine d'années, hein, c'est ça, il y a des fils rouges dans le livre. Un des fils rouges, c'est une frise autour des murs de son appartement, dont il comble peu à peu les blancs. Alors, je ne sais pas si c'est bien de commencer par ça, mais bon, je commence par ça. Il montre comment, en rentrant et le deuxième élément, c'est la tombe, on peut peut-être commencer par ça, c'est peut-être plus net. Le livre met en scène les visites au cimetière, car Jean-Marc Caranta a cherché cette tombe de cimetière en cimetière, puis après, quand il l'a trouvée, il a dû entrer en pourparlers avec les responsables du cimetière qui, comme justement personne ne venait et que cette tombe était en déshérence, s'apprêtaient à la détruire. Donc, on suit, voyez, à intervalles réguliers, l'enquêteur, celui qui dit « je » dans le livre, se rend dans le cimetière et on suit avec lui cette quête qui, encore une fois, au départ, est tout à fait vaine et on voit bien qu'à de multiples moments, l'enquêteur se dit je vais jamais y arriver, quoi. Et page 134, par un hasard extraordinaire, il rencontre les responsables du cimetière. Il a déjà identifié la tombe et là il se dit qu'il a obtenu un sursis, voyez, je lis juste la phrase, attira donc l'attention du maire de Nice sur cette tombe. Pour quelques années, Agostinelli put dormir tranquille contre la promesse faite par lui, donc, d'aller chercher ses descendants. Donc, vous voyez, on est avec l'enquêteur. Et le deuxième élément, c'est cette frise. On suit l'enquêteur, là, qui vient du cimetière, qui est avec sa mère. C'est justement sans doute un jour des morts, le 1er novembre, où on fait la tournée des cimetières. Et donc, voilà comment ça se présente, que lorsque nous arrivons, ma mère contemple d'un air absent la frise dont j'ai couvert les murs de l'appartement et où j'essaie de reconstituer la vie d'Alfred et Marcel entre 1912 et 1914. La large bande de papier blanc court le long du mur sur plusieurs mètres, découpée en 7 lignes, une pour Agostinelli, une pour Proust, les 4 autres pour le livre. Une ligne pour les carnets, où Proust note des idées, des suggestions, une ligne pour les cahiers de brouillon, une ligne pour les cahiers de misonnette et une ligne pour la dactylographie et enfin une dernière ligne pour les épreuves. Donc, vous voyez, une frise où il va y avoir dès le départ des moments sur cette frise temporelle où des éléments marquants dont on est sûr sont marqués à l'encre et puis les interstices où il y a beaucoup de blanc, où petit à petit, Caranta va remplir avec des petits post-it et parfois au crayon quand il se dit, bon, là quand même, je pense que j'ai le début d'un indice de preuve, il va progressivement remplir cette frise. Et donc, à l'intervalle régulier,
la frise se remplit et nous-mêmes, nous revenons devant cette frise et nous contemplons les progrès de l'enquêteur. Tout cela pour dire que cette enquête, elle est vraiment racontée sur ce ton personnel et les flâneries, par exemple, dans le cimetière, les méditations de l'enquêteur devant la tombe qui cherche désespérément à sauver, cette forme de ponctuation de récit, c'est autant de passages vraiment puissamment émouvants qui nous touchent parce que c'est comme si nous, on était pareil dans ce cimetière devant cette tombe. Et voyez, ce qui est vertigineux, et je crois c'est ce qui nous prend, c'est ce jeu de miroir, ce jeu de surimpression, on va dire. Alfred, Agostinelli, Marcel, Proust, Jean-Marc, Caranta, c'est un peu comme dans ces miroirs de fête foraine, c'est ce que j'avais dit lors de la soutenance, où on voit se refléter à l'infini une image et on se surprend à se demander qui nous regarde de loin là-bas, c'est-à-dire Caranta a fait se superposer l'enquête que mène le narrateur de la recherche du temps perdu, le personnage du narrateur, donc l'enquête que mène le personnage du narrateur sur Albertine, après la mort d'Albertine, Albertine disparue, donc il fait se superposer cette enquête, l'enquête réelle qu'a lancée Proust sur Agostinelli après sa mort en juin 1914, il a fait la filature qu'il a faite avant, etc., donc la vraie enquête qu'a menée Proust, et enfin l'enquête du biographe, quelques 100 ans après, sur Agostinelli. Puisqu'en gros, Agostinelli, il faut peut-être le rappeler, est entré en contact donc avec Proust comme chauffeur de taxi à Cabourg, et puis ensuite, à Paris, tu le raconteras peut-être, il devient son secrétaire, justement dans ces années-là, 1913, et dans ces mois-là, oui, je devrais dire. Puis, ce garçon qui est intelligent et qui est attiré par la mécanique voudrait se lancer dans l'aviation. Ce qu'il va faire, il va prendre des leçons d'aviation grâce à Proust. Et malheureusement, en 1914, non, rien à voir avec la guerre, il va se tuer dans un accident d'avion. Donc, tout cela pour dire que le jeu de surimpression, vous voyez, derrière Agostinelli, il y a bien sûr Proust. Mais c'est justement la façon d'aborder Proust, de redessiner la figure de celui qui est pour nous le grand écrivain qui trône sur les couvertures. C'est là peut-être que Caranta nous touche le plus parce qu'il nous fait toucher du doigt ou peut-être il nous fait voir Marcel Proust comme un visage un peu tremblé, comme a pu peut-être le voir Agostinelli quand il l'a rencontré. Bref, on rencontre Proust avant que la postérité ne le fige. Donc là, je vais lire cette scène de première rencontre que j'aime particulièrement entre Agostinelli, donc, qui vient vendre ses services de chauffeur de taxi, et Proust, qui est à Cabourg. Alors, c'est le tout début du chapitre. Nous avons désormais tant d'images de Marcel Proust en tête que je peine à me représenter ce qu'a bien pu être pour le jeune homme cette première rencontre. Dans la chambre ou le hall du grand hôtel, ou devant le taxi, sous quelle lumière? Comme tout le monde aujourd'hui, quand j'ai rencontré Proust, il était devenu un livre, le nom d'un grand auteur sur une couverture. La vérité tremblante de sa silhouette d'homme sans œuvre s'efface dans le plein jour de son mythe. Le biographe d'Alfred Agostinelli est démuni devant les images de l'écrivain qui défile. Suit ensuite toutes ces images que l'on a, Proust au lit, Proust debout, Proust au golf, etc. Et voyez, on alterne entre un jeu, comme tout le monde aujourd'hui quand j'ai rencontré Proust, et le biographe d'Alfred Agostinelli, c'est-à-dire lui-même. Dans cet effort donc, pour reconstituer Proust, là je voudrais justement m'approcher un petit peu, puisque c'est la stylistique là qui réunit ces lectures sur le fil. Comment est-ce qu'on raconte cette enquête? Comment cette enquête est-elle racontée? Avec ses trous, avec ses lacunes, et surtout cet usage du jeu de la première personne, sur laquelle on reviendra, parce que là, il y a un choix épistémique, on pourrait dire, si on voulait utiliser les grands mots, mais en tous les cas, quelque chose du rapport au savoir, c'est évident. Et donc, ce rapport au savoir, précisément, il ponctue, alors là, vraiment, tout le long du récit, avec des verbes qui tournent autour du savoir, précisément savoir,
connaître, être certain, ne pas savoir, deviner, ignorer, comprendre, etc. Vous voyez, je peux lire, je prends au hasard quelques pages pour vous faire sentir que ces verbes reviennent. Assis dans le jardin de Joséphine ou ailleurs, le chauffeur retrouve entre les lignes les images qu'il ne savait pas avoir vues. Même s'il n'est pas certain de tout comprendre, Alfred saisit tout. Là, c'est Alfred. Ici, ça va être le jeu. À Catherine, qui ne sait pas déchiffrer les choses du journal, le baron Duquesne, ça ce sont des personnes qui ont réellement existé, lit l'article avec la même grandiloquence que dans sa lettre d'inscription à Pékin-Paris, « j'imagine ». Vous voyez, ce « j'imagine », ça vient renverser en fait ce qui vient d'être dit. À Catherine qui ne sait pas déchiffrer les choses, le baron lit l'article, c'est-à-dire le biographe invente effectivement une scène. Il a tous les éléments pour pouvoir justifier que cette scène, si ce n'est ne s'est passée, mais en tous les cas aurait pu se passer de la façon dont il le décrit, mais le tiret qui vient terminer la phrase, on va dire un hyperbate, mais l'hyperbate là, elle renverse, si vous voulez, le point de vue, j'imagine. L'affirme qu'il imagine. Et ça me fait penser aussi à la façon d'écrire qu'a Ivan Jablonka, on y reviendra tout à fait à la fin, dans Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, quand à un moment, il parle d'Idessa qui fuit la Pologne, bon, bref, dans les années noires, et qui est dans un train pour Paris, et il dit quelque chose comme « Idessa sourit, je la fais sourire ». Donc là aussi, il y a un usage du jeu qui revendique et qui assume la part de fiction, ou en tous les cas d'imagination, qu'il peut y avoir dans ce travail d'enquête. Alors, je vous montre de façon un petit peu plus précise, à partir d'un passage, peut-être deux, comment est-ce qu'on joue avec ce verbe savoir. C'est le début du chapitre 13 qui s'intitule « Un été avec Proust ». Ça, le titre est déjà pris, mais bon. Alors, ce que fut vraiment cet été 1907 pour les deux hommes, on ne le saura probablement jamais. Et eux-mêmes n'en ont pas su grand-chose, guère plus que nous, qui connaissons la fin de l'histoire. Vous voyez déjà dans cette phrase. Agostinelli n'en a éprouvé la fatalité qu'au moment où la mer l'engloutissait. Proust a passé des nuits à essayer de comprendre et raconter ce qui peut bien se jouer quand l'amour paraît. Comme la duchesse de Guermantes, quand elle parle d'amour, ouvrez les guillemets, il va y avoir une citation de la recherche, d'un des personnages de la recherche qui est la duchesse de Guermantes. Donc, comme la duchesse de Guermantes, quand elle parle d'amour, ouvrez les guillemets, d'un air sceptique et fatigué, on peut conclure, du reste, au fond, on ne sait jamais rien. Fin du paragraphe, retour ligne, début du paragraphe suivant, nous ne savons rien. Nous avons tendance à voir la relation du tout jeune homme issu d'une famille pauvre du comté de Nice et de celui qui n'est pas encore un grand écrivain à travers le prisme essentiellement bourgeois de l'argent. Je m'arrête là, mais ce qui m'intéresse, ce sont ces va-et-vient entre, vous voyez par exemple, la fin du paragraphe et le début du paragraphe suivant, autour du verbe savoir, comme la duchesse de Guermantes, quand elle parle d'amour, elle conclut, du reste, au fond, on ne sait jamais rien, retour ligne, nous ne savons rien. On passe donc du présent, du dialogue, d'un personnage intégré dans la fiction, de la recherche, entre guillemets, à nous ne savons rien. Là, ce n'est pas le jeu, c'est le nous. Parce que le biographe va précisément s'appuyer sur la communauté des gens qui ont cherché. Et là, c'est plus du tout un présent, effectivement, d'un discours direct intégré dans un récit. C'est le présent de l'écriture. Mais vous voyez que le verbe savoir a déjà été employé dans la première phrase. Ce que fut vraiment cet été 1907 pour les deux hommes, on ne le saura probablement jamais. À vous d'impuissance, je ne sais pas. Et eux-mêmes n'en ont pas su grand-chose. Là aussi, c'est intéressant. On ne le saura, donc futur. On est dans le présent de l'écriture. Eux-mêmes n'en ont pas su grand-chose, comme si eux-mêmes étaient des personnages de la fiction que raconte le biographe. Donc, puisque c'est un public de stylisticiens que celui de LSF, on a vraiment un jeu de polyptote
incessant sur le verbe savoir, mais aussi sur les verbes comprendre, saisir, ignorer, etc. Et ici, c'est la figure de l'épanadiplose, hein, vous le savez, c'est-à-dire un paragraphe qui finit par X et le paragraphe suivant qui commence par X, qui est l'inverse de l'anadiplose, où ça va être exactement l'inverse, le paragraphe où la phrase commence par X et réciproquement. Donc ça, c'est vraiment ces verbes clés comme savoir, ne pas savoir, imaginer, connaître, apprendre, etc., sont des verbes clés qui sont évidemment souvent présentés à la forme négative, je ne sais rien, je n'en saurais rien, etc. Et ce saut de ligne, c'est emblématique, le saut de ligne que je viens de vous décrire, est emblématique de ce saut de la fiction, c'est la duchesse dans la recherche, de la fiction à la vie, lorsque le jeu de l'enquêteur enchaîne donc sur les propos d'un personnage, mais ça peut être aussi juste un autre exemple, page 384, à propos des Gauthier-Vinal, des personnes qui ont existé, qu'a fréquenté Proust, et le biographe dit « J'ai retrouvé les descendants de Louis Gauthier-Vinal, leur château se trouve de l'autre côté de la vallée, en face du village où j'ai grandi, et qui est Montcombray. Ils m'ont ouvert le portail que je connais bien pour être passé devant très souvent. Ils m'ont aussi ouvert leurs archives. Elles ne m'ont rien appris sur Alfred. » Fin du paragraphe, début du paragraphe suivant. Proust non plus n'apprit rien. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes strates, mais c'est toujours ce jeu d'une strate temporelle à une autre. Elles ne m'ont rien appris. Évidemment, là, le polyptote fait jouer le verbe au passé composé, puisque l'ancrage est le présent d'écriture, présent d'énonciation, alors que le début du paragraphe suivant, Proust non plus n'apprit rien, on est bien dans le passé simple, dans quelque chose, évidemment, qui est révolu. Et c'est intéressant, puisqu'elles ne m'ont rien appris, Proust n'apprit rien. Là, on a un jeu d'écho sonore, mais qui renvoie évidemment au participe passé et au passé simple. Donc, vous voyez, une écriture qui fait vraiment toucher du doigt ces sauts de l'œuvre à la vie, on pourrait dire, mais avec toutes les strates que j'ai essayé de déplier dans le jeu de miroir. Et peut-être qu'on pourrait parler, avant que je te donne la parole, alors que je ne sais pas, on a combien de temps là, effectivement, je peux... je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un petit peu long, peut-être, ça, la note de bas de page de Bolivar, mais c'est très beau aussi. Oui. Bon, très bien. Donc, pour ceux qui connaissent Proust, en dehors de la recherche, Proust a écrit un article sur lequel se fonde évidemment Jean-Marc Caranta qui s'intitule « Impression de route en automobile ». On ne va pas le lire parce que ce n'est pas l'idée, l'objectif là, mais évidemment ce texte est bâti, vécu, créé à partir des impressions de route que Proust a eues alors qu'il était conduit par Agostinelli. Et dans ce texte de l'article, mais peut-être tu peux le présenter en 2 mots, oui, l'article, pour montrer que l'article est paru après la mort d'Agostinelli et qu'il y a cette note de et qu'il y a cette note de bas de page qui dit peut-être. Bon. Bonjour et puis merci pour l'invitation à chacune. Oui, alors donc ça c'est un article qui s'intitule Impression de route en automobile que Proust écrit quand il revient de son séjour à Cabourg où dans le taxi d'Agostinelli il a parcouru la Normandie et visité des cathédrales, des églises, des châteaux. Et il mentionne le nom d'Agostinelli, il parle de mon chauffeur, l'ingénieuse Alfred Agostinelli, donc il le cite, il le compare à une nonne de la vitesse, à Sainte-Cécile, enfin tout un tas d'images ambiguës, tout ça en première page du Figaro, donc nous on connaît Proust, on est habitué à sa folie, j'imagine qu'à l'époque ça a dû être quand même un choc pour les lecteurs du Figaro et pour les amis de Proust, et peut-être même pour la famille d'Agostinelli. Et donc dans cet article, se jouent beaucoup de choses sur lesquelles je ne reviens pas, notamment du retour à l'écriture de Proust, puisqu'il y a en fait, le voyage en automobile se termine chez des parents. Or, les parents de Proust, à ce moment-là, sont morts, et c'est un moment charnière dans la vie de Proust où il revient à l'écriture, et on le sait, moi je ne le savais pas au moment de l'écriture du livre, mais on le sait depuis la publication des 75 feuillets. C'est vraiment à ce moment-là que Proust renoue avec l'écriture, et notamment avec cet article. Et l'article est repris en 19-20 dans Pastiche, 19, dans Pastiche et Mélange. Et
quand Proust parle d'Agostinelli et l'appelle l'ingénieuse Agostinelli, il le fait parce que, bien sûr, dans Proust, il faut imaginer qu'il se lève au plus tôt à 14 heures et plus facilement à 18 ou 19 heures. Donc, les promenades en automobile se passent la nuit, ce qui, dans l'état des routes de l'époque et l'état des véhicules aussi, rend les choses très compliquées, et surtout quand on veut voir des façades d'églises ou de châteaux. Et Proust raconte notamment qu'à Lisieux, Agostinelli, avec le phare de l'automobile, qui n'est pas la lanterne, mais qui est vraiment un phare, un projecteur, on pourrait dire, et il y en a un seul, éclaire le Porsche et éclaire progressivement les différentes parties du Porsche que Proust peut voir et, dit-il aussi, toucher. Et quand il reprend cet article en 19, Proust ajoute une note au mot phare. Accroché au mot phare, c'est ça. L'appel de note est vraiment sur le mot phare et ce n'est pas inintéressant, même si je pense que Proust ne le savait peut-être pas. Et à ce moment-là, il raconte, il dit « Je ne savais pas alors, je ne prévoyais guère, etc., que quand j'écrivais ces lignes, 7 ou 8 ans plus tard, ce homme allait trouver la mort dans un accident d'avion au large d'Antibes, peut-être qu'il le dit, en tout cas. Ouais. Et donc, c'est ça, c'est cette surimpression-là dont vient de parler Jean-Marc Caranta. Il me semble qu'elle est emblématique de l'écriture du livre lui-même, puisque de l'œil du phare à cette note de bas de page, vous voyez, c'est là, c'est très clairement, vu ce que vient d'expliquer Jean-Marc Caranta, ce tissage étroit entre l'écriture, un article qui détaille donc ses impressions de route en automobile. Hein. L'automobile, c'était quelque chose de totalement nouveau, hein, un automobile d'ailleurs, comme on disait, et il est question du géant aux bottes de 7 lieues, à la façon dont ça modifie notre rapport à l'espace et au temps. Enfin, il y a des pages tout à fait intéressantes là-dessus dans Sodome et Gomorrhe. Mais ici, dans cette reprise donc, de l'article, comme l'a expliqué Jean-Marc Caranta, quelques années après la mort, on a ce tissage étroit entre un article donc, sur les impressions de route en automobile et la vie, tout simplement, puisque la note fait référence, je ne prévoyais guère qu'il allait trouver la mort, à quelque chose de sa vie personnelle. Donc, ce tissage, c'est un peu ça ce qu'on retrouve dans le livre de Jean-Marc Caranta, avec des fragments de sa vie personnelle à lui. Vous avez vu, il parle de ce qui fut Montcombray, le château que je connais bien, parce que Nice est aussi le lieu de son enfance, comme ça a été le lieu de l'enfance de Agostinelli. Et donc, de l'œil du phare à la note de bas de page, d'une tombe dans un cimetière au verso d'un manuscrit, d'une expression niçoise, on va y venir, à un registre d'état civil, d'une notation du narrateur de la recherche ou d'une expression d'un personnage de la recherche, à une chambre qui revient très souvent dans le récit aux boiseries bleu horizon et la tapisserie rose pâle, qui est dans Nice. On passe donc sans transition d'un lieu à l'autre. Nous embrayons, puisque ça c'est au sens mécanique, c'est un terme qui plaisait bien à Proust, hein, au fil des changements de registre, que sont les changements de vitesse. C'est ça, c'est vraiment un changement de registre. Alors nous autres statisticiens, on pourrait dire changement de point de vue, changement de registre énonciatif, changement de posture du narrateur, etc. Mais ici, c'est, je crois, ce petit passage là qu'on vient de commenter, cet embrayage d'un lieu à l'autre, d'un temps à l'autre, c'est précisément ce qui fait, je crois, c'est ce qui donne ce tour personnel à cette biographie, parce que les temporalités s'enchevêtrent, les histoires familiales, amoureuses, etc. se tricotent, les histoires des personnages de la recherche, de Proust, d'Agostinelli et de Caranta. Donc là-dessus, dans cette notation, Caranta conclut en disant « l'écriture est une mécanique mystérieuse », il s'y connaît. Et tu veux dire quelque chose? Oui, parce que ce tissage se joue aussi dans la note, puisque Proust précise « Je ne me doutais pas alors qu'il mourait dans un accident d'avion, après avoir appris le pilotage sous le nom de Marcel Swann, réunissant ainsi mon nom de baptême et le nom d'un personnage de la recherche du temps perdu. » Donc, il y a déjà chez lui, avec cette note-là, la volonté de montrer que, de la part d'Agostinelli,
Et effectivement, il apparaît, c'est quelque chose que j'ai découvert, mais qu'on ne savait pas, c'est qu'il apparaît bien quand il prend des leçons de pilotage dans les journaux spécialisés ou même dans certains entrefilets du Figaro, comme Marcel Swann. Et Swann, mais cette fois avec un seul N et pas deux, comme le personnage. Et donc, il y a vraiment de sa part à lui, à ce moment-là, la volonté, au moins dans la presse, de se présenter comme un personnage de roman et comme une émanation par le prénom de l'auteur. Et donc de brouiller sa propre existence avec la fiction et de se projeter finalement dans la figure de l'auteur qu'il n'est pas, mais qu'il est un petit peu, puisque Proust lui dicte son texte, et donc c'est quand même lui, il est un médiateur entre le texte écrit par Proust et celui que nous pouvons lire. Tout à fait. Donc, c'est justement Jean-Marc Caranta qui nous a appris qu'il n'y avait qu'un N à Swann dans Marcel Swann, parce qu'on l'écrivait, nous, avec 2 N, comme le personnage de Swann du côté de chez Swann. Donc, vous voyez, dans cette enquête, et il a fallu, comme tout enquêteur, comme tout biographe, la rigueur de l'historien, il faut dépouiller les archives, consulter les documents officiels, les annuaires, les états civils, les éléments irréfutables, ce qu'a fait Jean-Marc Caranta. Il faut s'intéresser de près à ces nouvelles inventions technologiques, la voiture, l'automobile plutôt, l'aéroplane, qui passionnait Alfred, mais qui passionnait aussi Proust. Donc, il a été consulté effectivement les registres de l'école d'aviation à Buc, donc dans la banlieue parisienne. Et on a des phrases quasi surréalistes. Il est question de Marcel Swann qui fait des lignes droites sur pingouin. Pingouin, c'est le terme technique par lequel on désignait un avion qui justement vole sans doute pas très haut, voilà. Et vous voyez, cette utilisation-là des termes techniques, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un effet de réel magistral. Parce que faire des lignes droites sur pingouin, moi, je ne connaissais pas avant de lire. Et c'est toujours pareil, ce mélange qui est tout à fait intéressant. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il s'est appuyé sur les documents, il s'est appuyé sur les découvertes technologiques, mais surtout, et là c'est vraiment le coup de maître de cette biographie, il s'est appuyé sur les manuscrits. Parce qu'il est donc généticien, il connaît bien les avant-textes de Proust. Et cette fois-ci, là, c'est en philologue, si vous voulez, que se transforme le biographe, puisqu'il va aller chercher les preuves de tel ou tel fait biographique dans les manuscrits de Proust. Je donne un exemple, mais tu y reviendras. Dans Un amour de Swann, un exemple très simple, il est question de Odette, l'amour de Swann, qui porte une médaille qui est la médaille de Notre-Dame de Laguet. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais. Notre-Dame de Laguet. Et ceci, Notre-Dame de Laguet, le nom exact de cette médaille, est l'objet en fait d'un ajout, d'une addition donc sur les manuscrits. Alors quand exactement, mais en tous les cas en Printemps 1913. Voilà, en 1913, qui témoigne, vous voyez ce que je veux dire, par ce toponyme, parce que Notre-Dame de Laguet, c'est quelque chose qui existe, c'est un lieu de pèlerinage. Jean-Marc Caranta y est allé quand il était enfant avec sa grand-mère. Bref, ça existe. Donc, Agostinelli, vraisemblablement, a dû parler de ce lieu de pèlerinage à Proust qu'il a ajouté. Donc, vous voyez, il y a comme source de preuves, comme pour un policier, il y a le mégot sur lequel Sherlock Holmes va dire ça, c'est le coupable, mais il y a aussi les traces que laissent, donc les traces persistantes du passé, la dit Proust, qui témoignent de l'éruption, en fait, dans la vie de Proust, d'Agostinelli. 2-3 autres choses aussi, ou des expressions des nissardismes, donc ça s'appelle, je ne savais pas, des expressions niçoises, comme par exemple « il fait bon chaud », qu'on retrouve dans les manuscrits et qui, là, viennent sûrement, enfin, à coup sûr, ne peuvent pas venir de Proust. Et donc, ou d'autres expressions comme San Marcello, Monsignore. Excusez-mi. Excusez-mi. Des choses qui sont donc des expressions qui sont écrites au bas d'un cahier et d'un carnet, sont des mots qui vont très bien à Marcel Proust. Ils vont bien aussi avec l'idée qu'on peut se faire de la langue d'Alfred, fils d'un cocher toscan et d'une niçoise, né au temps du royaume de Piémont-Sardaigne, qui devait parler niçois et italien. Et ce qui est intéressant, c'est que tac, il enchaîne sur lui. Pendant longtemps, j'ai pensé que Excusez-moi était une preuve
que Proust ne connaissait décidément pas l'anglais et n'avait pas pu traduire Ruskin parce que, vous savez, parce que quand il traduisait Ruskin, on a toujours dit que c'est sa mère qui préparait des chiffrages mot à mot, le petit anglais, et que Proust retravaillait. Et excuse-moi, en fait, il apprend par un de ses amis, lui, là, Jean-Marc Caranta, que c'est une expression tout à fait niçoise. C'est du niçois. Et donc, là encore, c'est une preuve de l'éruption d'Agostinelli à cette époque-là. Et de la même façon, il fait bon chaud, une expression effectivement qu'on ne connaît pas dans le français courant, que Jean-Marc Caranta connaît pour l'avoir entendu de ses parents ou de ses grands-parents, et que sans doute Agostinelli utilisait, puisqu'on la trouve, alors là, j'ai plus mes papiers, on la trouve carnet 3 ou 4. 3, le carnet 3, ouais, voilà. Donc, ici, vous voyez, je vous donne simplement des exemples tout à fait concrets qui montrent comment on peut utiliser ces ajouts, ces corrections, ces additions pour fonder, enfin comme preuve irréfutable du passage du travail même qu'a fait Agostinelli avec Proust, la dictature, là, la dictée. Mais je crois que c'est l'occasion là, de donner la parole à Jean-Marc Caranta pour justement montrer comment cette incursion dans les manuscrits, certes, donne des preuves, mais est aussi une incursion dans l'atelier de l'écrivain, dans cette écriture de Proust, et peut justement nous donner à penser à nous autres qui essayons d'occuper ce terrain qui émerge, la recherche-création. Oui, ça c'est l'autre aspect. Alors c'est d'une part ce qui m'a conduit à l'écriture de cet inédit d'HDR sous cette forme-là, puisque ça aurait pu être un ouvrage extrêmement technique, extrêmement précis, et seulement précis sur les questions de génétique, c'est-à-dire que tout ce qu'a évoqué Isabelle ici sur Notre-Dame de Laguet et la frise en particulier ont pour but de dater les notes, la note excusez-moi, la note sur il fait bon chaud, etc. Tout ça, c'est datable et ça peut, par tout un système d'écho sur la frise, être daté, et ça permet notamment, parce que la datation des carnets 2, 3 et 4 n'a pas été vraiment faite dans l'édition Gallimard. Le 1 avait été daté par Kolb de façon assez précise, et donc là, on peut arriver à dater. Donc c'est aussi un travail dont j'ai épargné quand même l'essentiel au lecteur pour ne pas le noyer sous ces choses-là, mais ça se trouve en note de fin de volume, si on a envie de le lire. Mais je pense qu'il va falloir quand même que je fasse quelques articles très techniques et très pointus de génétique pour faire ressortir tout ça, parce que finalement, le récit emporte un peu la question de la démonstration, quoi. Et en fonction... Ça, voilà, la question de la mise en récit, comme je disais, moi j'y suis venu par cette pratique et cet enseignement de la création littéraire, c'est-à-dire que quand on fait travailler ses étudiants sur l'écriture et surtout la réécriture de textes poétiques ou narratifs, à ce moment on se dit, d'une part moi aussi j'ai envie de le faire, et d'autre part, qu'est-ce qui se passe si moi je me confronte à cette écriture-là qui n'est pas celle à laquelle je suis habitué et qui n'est pas dans notre zone de confort à tous. Pas l'écriture académique de l'article scientifique. C'est ça. Et donc, j'avais un petit peu joué avec ça dans Houellebecq au fourneau, où il y a une part personnelle, parce que la cuisine, là aussi, a un enracinement personnel, mais où je restais dans une zone de confort sur toute la partie écriture de la critique et de l'analyse de la cuisine. Et donc là, le jeu, par exemple, de temps dont a parlé Isabelle, comme ça a l'air de rien, mais moi, ça m'a pris des semaines et des mois pour le régler, parce que pourquoi ici j'utilise un passé composé, pourquoi là j'ai envie d'utiliser un passé simple, et effectivement, c'est des questions qu'on n'a pas à se poser quand on fait une analyse de texte, quand on fait un commentaire de texte. Et quand on commence à mettre cette analyse en scène et en récit, à ce moment-là, il faut se poser ces questions-là et on n'a pas forcément les réponses. Et ça, c'est un autre aspect intéressant dans ce qu'on appelle maintenant les thèses en pratique et théorie de la création artistique et littéraire, c'est qu'on articule la théorie avec la pratique. Et que la pratique qui fait qu'à un moment, j'ai envie d'utiliser un passé simple et juste après un passé composé, alors qu'a priori, ça ne devrait pas se faire, mais je suis obligé d'y penser en termes théoriques et de me dire, oui, mais
ce qu'a dit Isabelle, c'est-à-dire, ben oui, là, c'est des personnages de mon récit, donc le passé composé se justifie puisque je suis dans un discours sur le récit que je fais, et dans l'autre cas, ce sont des gens dont l'histoire est coupée forcément du moment d'énonciation, donc on a une situation historique, donc on a un passé simple. Mais ça m'a pris, surtout au début, où il y a un jeu sur différentes périodes, le moment de l'écriture, le moment d'une scène où je sors d'un cinéma après avoir vu un film sur Proust. Voilà, travailler tout ça, ça a été très difficile parce que c'est sortir de sa zone de confort. Juste pour ponctuer, c'est précisément, sans doute ça a demandé donc des mois et des années de labeur à celui qui écrit, mais c'est pour cela, je crois, que c'est d'autant plus facile à lire, parce que ça a l'air de rien, là, les petits exemples tirés des manuscrits dont je viens de parler, ou ces jeux sur je sais, je ne sais pas, mais ça a précisément la légèreté de la profondeur, si vous voulez. C'est pas très bien dit, mais c'est ancré dans une recherche vraiment laborieuse, parce que la génétique textuelle, c'est toujours infernal, et chez Proust, c'est un continent, donc il faut déjà 3 heures pour comprendre où on est, dans quelle ligne, etc., et dans quelle version. Bref, épargner au lecteur, tu dis, mais en même temps, cette écriture, elle est nourrie de ce labeur. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, ça, c'est un petit peu l'idée du projet. Hein. Et je remercierai jamais assez Isabelle la fois où je lui ai dit, ben voilà, j'aimerais faire de ce projet-là, que j'avais déjà en tête, même avant d'ailleurs d'être élu à Aix. Et je lui ai dit, ben voilà, je me dis que ça ferait un bon inédit d'HDR parce qu'il y aurait de la création littéraire, il y aurait de la génétique, il y aurait, etc. Et je lui dis, mais bon, voilà, c'est quand même un peu borderline comme système. Et, c'est pas... et on était à Marseille, sur le port, elle m'a dit, fais le livre que tu veux. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et ça, il y a en atelier d'écriture, on travaille beaucoup sur l'autorisation, c'est-à-dire que le fait d'être à plusieurs, à écrire, à faire quelque chose qu'on ferait en cachette chez soi, mais qu'on ne publierait pas, est donné par le groupe, par la proposition d'écriture, par la personne qui anime. Et donc là, il y a eu de sa part, envers moi, une autorisation donnée de le faire et de le faire dans le cadre de cette vieille dame un peu revêche et psychologique. Mais c'est vrai aussi que là, parce que j'ai dit marraine et filleule, c'est un terme un peu rigolo comme ça, mais le terme exact, c'est garant. Et je sais que je l'ai utilisé dans la soutenance parce qu'effectivement, le garant ou la garante de l'habilitation, il est précisément garant de la qualité scientifique du travail. Donc là, il y avait un enjeu, effectivement, institutionnel. C'est pour ça que c'est pas que anecdotique, je crois, cette histoire d'inédit d'AG. Voilà, à toi. Voilà. Et donc, après, mon projet de recherche en arrivant à Aix et en prenant des responsabilités, donc dans un diplôme d'atelier d'écriture et un diplôme de création littéraire, c'était de dire, moi, je ne suis pas écrivain, mais je connais les processus d'écriture par l'observation que j'en fais dans les brouillons des écrivains, et ceux de Proust en particulier. Et donc, l'idée, ça va être de regarder ce qui se passe chez les écrivains et, à partir de là, d'essayer de donner des éléments aux gens qui veulent écrire pour les former à l'écriture. Et ça marche. Quand même, on arrive à former des étudiants à l'écriture et notamment en s'appuyant sur ce que la génétique des textes a pu montrer. Et ce que disait Isabelle à propos de la médaille de Notre-Dame de la Gué, moi je l'utilise pour expliquer à mes étudiants que on peut faire des fiches sur les personnages, on peut imaginer que le personnage sort tout armé de la tête de l'auteur et qu'ensuite il va rester tel quel. Mais dans le cas de Proust, c'est quelques mois avant la publication, donc en gros au mois de mai, entre mai et septembre, que par petites touches, le personnage d'Odette tel qu'on le connaît va apparaître. C'est-à-dire qu'au départ, c'est la dame en rose, c'est la cocotte anglomane un peu caricaturale, et nourrie par la présence d'Agostinelli, ce qu'Agostinelli lui dit de Nice, les sentiments que Proust éprouve pour Agostinelli et qui ne sont pas payés de retour et qui donnent une grande frustration. Je ne rentre pas trop dans les détails sur cet aspect-là parce que ça mènerait un peu loin, mais en tout cas, c'est là. Et dans les premières épreuves, deuxième, troisième et même quatrième, on voit Proust ajouter des choses au personnage d'Odette. Et
au départ, Swann l'a fait jurer sur la Sainte Vierge dans la dactylographie. Donc, il veut s'assurer qu'elle n'a pas, comme on a pu le lui dire dans une lettre anonyme, eu des relations avec d'autres femmes. Et Odette se défend assez mal. Elle dit « Oh oui, je ne sais plus, peut-être il y a longtemps sans savoir ce que je faisais, etc. » Et il lui dit « Mais peux-tu me le jurer sur la Sainte Vierge d'abord ?» Et ça reste très abstrait. Et ça, c'est une qualité ou un défaut du style de Proust au départ, c'est que c'est un style de pensée, c'est un style de philosophe, et ce n'est pas vraiment un style de romancier. Ça se voit très bien dans Jean Santeuil. Et il a la bonne idée de passer de la Sainte Vierge, qui est quand même quelque chose de très général et abstrait finalement, à une médaille. Il lui dit « Peux-tu me le jurer sur ta médaille ?» Et quand il reçoit les placards, les premières épreuves, il y a cette médaille. Et là, il a vraisemblablement entendu parler de Notre-Dame de la Gaie parce que la mère d'Agostinelli est en train de mourir et que dans une famille d'un milieu que je connais bien, puisque c'est celui de mes grands-parents, quand il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans la famille, entre Nice et Monaco, on va, et même un peu plus loin en Ligurie, on va faire un pèlerinage à Notre-Dame de la Gaie pour essayer de le sauver. On a même peut-être des ex-voto de la famille, puisque c'est un lieu où s'exposent des ex-voto. Et Proust entend parler de Notre-Dame de la Gaie. Et là, ça devient « Peux-tu me le jurer sur ta médaille de Notre-Dame de la Gaie ?» Et comme Proust est quand même malin, même s'il a au départ un style de philosophe, il va placer cette médaille à deux endroits du texte, au début et puis à la fin, de façon à ce que le lecteur, quand il arrive à cet endroit-là, soit déjà informé qu'il y a cette médaille et qu'Odette a été sauvée par Notre-Dame de la Gaie d'une maladie quand elle était à Nice, etc. Donc, la chose est posée dès le départ. Et ensuite, il suffit que ça revienne dans cette scène-là pour qu'on sache, ah oui, c'était Notre-Dame de la Gaie. Et à partir de là, dans les épreuves suivantes, Proust va ajouter des choses sur le passé niçois d'Odette. Elle avait été vendue par sa mère à un Anglais quand elle était enfant. Tout le monde sait qui est Odette de Crécy à Nice et à Bade parce qu'elle y a mené une vie galante et Swann s'interroge sur cette vie. Et il pourrait se passionner pour cette vie-là, alors que rien ne lui semblerait au départ plus inintéressant. Et donc, si on regarde dans le détail, on voit que le personnage se construit petit à petit, et non pas qu'il n'est pas sorti d'une seule pièce avec une fiche, comme dans le creative writing à l'américaine, on aimerait nous faire voir, ou comme Roger Martin Dugard le dit à Gide, au moment où il écrit Les Faux-monnayeurs, Gide le notant dans le journal des Faux-monnayeurs et disant « Bon, je vais faire des fiches parce qu'il me dit que c'est bien de faire des fiches, mais j'y crois pas vraiment. » Et le fait est que les personnages des Faux-monnayeurs échappent à Gide. Et puis, juste dans nos étudiants en master création littéraire, il y a quand même beaucoup en fait, dans leur adolescence et leur enfance, ils ont été nourris par l'heroic fantasy. Donc, on a quand même pas mal d'étudiants qui passent peut-être plus de temps sur ces fiches qui sont magnifiques, jusqu'à la description des armes, etc. Mais voilà, le personnage, après, il est tellement lesté, comme dirait Jean-Marc, avec son armure et tout ça, il prend pas vie, quoi. Et tout ce que Jean-Marc disait sur le passé composé, le passé simple, etc., c'est très exactement ce qu'on travaille, ou ce qu'on essaie de travailler très modestement avec eux. C'est, voilà, pourquoi, là, le passé composé, ou est-ce que ça fait sens? Vous voyez, pourquoi ce temps plutôt qu'un autre? C'est ça, les ateliers d'écriture. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Et donc, l'autre, voilà, et donc, après, par exemple, donc tout ça, ça apparaît dans Le Temps perdu, qui est le projet qui est sorti aussi de cette recherche-là, puisque un jour, je tombe sur le site de ça. Et ouais, puisque à force de travailler sur les épreuves, je tombe un jour sur un dossier qui est en ligne, et épreuves non corrigées du côté de chez Swann. Et d'abord, je me dis, comme Isabelle et comme tous les généticiens, aucun intérêt de voir des épreuves non corrigées, il n'y a pas de rature. Puis quand même, je regarde, je vois qu'effectivement, il n'y a quasiment pas de rature, qu'il manque quand même quelques placards, donc il y a eu un petit jeu quand même de Proust là-dessus, et je laisse ça pendant des années, jusqu'au jour où je me dis, mais s'il n'y a pas de rature, ça veut dire que je vais avoir sous les yeux la version que Proust a envoyée aux éditeurs, celle qui a été composée par Grasset et celle dont il a tiré, d'abord du côté de chez Swann, puis à L'Ombre des jeunes filles en fleurs. Et là, je me dis, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et quelques années après, j'en parle à un éditeur, donc à Jean-Luc Barré et à Agnès Sirtz dans la collection bouquins, et qui tout de suite me disent, oui, on va le faire.
Bon, donc ça, c'est bien. Le problème d'un éditeur, c'est que quand on lui apporte un avion, il vous dit « Ah, merci de m'avoir apporté une voiture ». Et quand on repart, on a un avion, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait. Et Jean-Luc Barré me dit « Ben non, c'est très bien tout ça, mais moi, lecteur, je veux savoir tout de suite ce qu'il a enlevé et ce qu'il a conservé. » Et je lui dis « Mais vous avez la chance d'avoir 800 pages de Proust. Il a payé pour avoir ça. On va le mettre en… On va pas… avoir deux types d'écriture. Il me dit, on va mettre en italique et dans une autre police ce qu'il a enlevé et en romain le reste. Et donc, j'ai essayé de me battre et je n'ai pas gagné et c'est peut-être mieux comme ça, puisque maintenant, dans cette édition, donc, on a en romain le texte qui a été conservé et en italique, non romain, le texte qui a été supprimé. Mais là, je lui ai dit, oui, le problème, c'est que maintenant, il ne s'est pas contenté de supprimer du texte, il en a ajouté aussi. Et donc, il va falloir mettre faire ce qu'on appelle une transcription. Je ne sais pas si ça se voit trop, ça ne se verra pas pour l'enregistrement sonore, audio, mais voilà, on a donc des passages qui sont rayés, c'est ce que Proust a rayé, et des passages avec des soufflets, c'est ce que Proust a ajouté. Là, j'ai pris un exemple tout à fait, c'est pas, ce serait mieux en partage d'écran, mais voilà. Donc, en tout cas, il y a une transcription du travail d'écriture qui mène Proust de ce temps perdu à, d'une part, du côté de chez Swann et d'autre part, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je ne développe pas trop parce que ça pose un certain nombre de problèmes, notamment parce que pour du côté de chez Swann, on a des épreuves qui nous montrent le travail, alors que pour les jeunes filles, on ne les a pas, ou en tout cas, on n'a pas l'ensemble, puisque ça a été dispersé dans une édition de luxe. Donc, en fait, j'ai dû fabriquer un artefact génétique et dire, ben voilà, ça a dû se passer comme ça. Et là, il y a un exemple qui peut intéresser les stylisticiens d'un long passage qu'on trouve que vous allez voir, pour ma part, je trouve très beau et que Proust enlève. Et on s'est demandé pourquoi et je pense avoir une réponse. Donc, c'est un passage qui commence par quelque chose que tout le monde connaît. Combray de loin à 10 lieues à la ronde, vue du chemin de fer, quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n'était qu'une église résumant la vie, etc. Donc, ça a été conservé. La suite a été conservée et modifiée. Il s'agit des rues de rue Saint-Hilaire, Sainte-Hildegarde, etc. Et puis, mais qui a quand même été modifié. Et puis, un passage qui a été totalement supprimé. Donc, qui commence par, ça a été conservé, à l'habiter Combray était un peu triste, comme ces rues au grave nom de saint, etc. Donc là, il y a vraiment un travail de dentelière de Proust qui modifie. Et que je retrouve là, ce passage-là, qui fait une dizaine de lignes. Les vieilles gens mouraient beaucoup. Les jeunes étaient malingres. Le parler de tous était traînard, mélancolique et doux. On était souvent, guillemets, content de trouver du feu. On avait peur de, guillemets, se faire mouiller. Et s'il faisait beau, on trouvait que le temps n'était pas sain. Construite en pierre noirâtre du pays, précédée de degrés extérieurs sur la rue, coiffées de pignons qui rebellaient leur ombre devant elles, les maisons étaient obscures. Et dès que le jour commençait à tomber, il fallait relever les rideaux dans les, guillemets, salles. On entendait souvent sonner pour un mort. Les enterrements se déroulaient en procession dans la ville avec les prêtres en surplis, les enfants de chœur et le Saint-Sacrement. On se dit, mais pourquoi il a enlevé ça? C'est beau. Et je pense que si on va lire l'article sur le style de Flaubert, on vous retrouve des traits de style, l'emploi de l'imparfait tel que Proust l'a décrit et cet usage particulier de l'imparfait que fait Flaubert et la triplication. C'est-à-dire que là, on a un enchaînement de triplication et ensuite qui repart sur un autre élément qui est lui-même multiplié par 3 et qui repart, etc. Donc, c'est pas exactement, c'est un peu du Flaubert puissance 3. Et je pense qu'en relisant ça, Proust s'est dit, mais c'est pas du Proust, c'est du très bon Flaubert, peut-être même du meilleur Flaubert que Flaubert, mais c'est pas du Proust. Et il l'enlève alors que, ben voilà, on est heureux de le lire dans le temps perdu, mais et on sait que de la part de Proust, ce rapport au pastiche et au pastiche involontaire est particulièrement important puisqu'il explique qu'il a fait des pastiches pour se purger
du style et faire du pastiche volontaire pour ne plus faire ensuite du pastiche involontaire. Et là, je crois qu'on a ça dans une lettre qu'Isabelle connaît bien. Et là, je crois qu'on a un exemple d'un pastiche involontaire qui s'était glissé et que l'auteur est capable de supprimer. Voilà. Et ça, le pastiche involontaire, il y a une thèse en préparation sur le sujet à Toulouse, c'est une vraie calamité pour un écrivain débutant, c'est-à-dire il faut savoir avec quoi on écrit, souvent d'ailleurs pourquoi du coup on écrit, pour qui, avec qui, etc. Et rayer ces passages qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Et puis après on a des suppressions beaucoup plus homéopathiques, hein, si on peut encore entrer. Oui, c'est bon. Qui, par exemple, tout le monde connaît le titre du livre de Pérec, hein, Un homme qui dort tient en cercle, un homme qui dort plutôt, et on sait bien sûr que ça vient, je ne sais pas si je vais en tout cas, ça vient d'une phrase de Proust qui est « Un homme qui dort tient en cercle autour de lui ». Voilà, un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant, etc. Au départ, c'était, là, dans le temps perdu, c'est un jeune homme qui dort, les bras répandus, tient en cercle autour de lui le fil des heures. Et autant de « un homme qui dort », je fais un titre, autant d'un jeune homme qui dort, les bras répandus, je ne fais pas un titre. Et Proust ne savait pas qu'on en ferait un titre, sans doute, mais il a bien vu que raccourcir, ça donnait plus d'énergie à la phrase, à l'expression. Il n'a pas besoin que ce soit un jeune homme, et peu importe que les bras soient répandus ou autrement, même s'il y a dans les bras quelque chose qui indique un peu les heures, hein, enfin, une image des aiguilles de l'horloge, question du temps. Abordé, qu'Isabelle connaît très bien. Même avec la suppression des bras répandus, c'est ce qu'on voit, c'est que souvent on voit le schéma de Vinci. Là. Ouais, donc, ça y est. Ça doit y être. Ouais. C'est un peu peut-être la toque de Clémentis. Peut-être quelque chose qui reste par le contexte. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille avec les étudiants en création littéraire, c'est-à-dire ils savent que dans une certaine littérature, il y a des adjectifs, il y a des compléments, il y a tout un tas de choses. Donc, ils embourrent leur texte et l'idée, c'est aussi de leur faire voir que quand on enlève jeune et qu'on garde homme, il y a plus d'énergie et ça n'empêche pas qu'on puisse l'imaginer jeune. Mais voilà, et les bras répandus, effectivement, parce qu'on a cercle, hein, un homme qui dort tient en cercle, et les bras répandus, avec cercle, on a l'image de l'horloge que redouble finalement les bras répandus. Et au passage, ça, c'est un phénomène qu'on voit par exemple chez Giono, aussi bien d'ailleurs au début qu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire aussi bien dans Colline que dans l'Iris de Suse, qui est le dernier texte publié de son vivant, où il fait la chasse aux compléments qui sont trop nombreux, redondants, etc. Et le début de Colline, par exemple, c'est 4 maisons, alors qu'au départ, c'est une description qui fait une page, quoi. Et tout ça est ramené à l'essentiel. Voilà, on pourrait multiplier les exemples qui sont vraiment des moyens de pointer des comportements, des attitudes à l'égard de l'écriture. Et par exemple, cette idée de supprimer les adjectifs, je prends souvent à contre-pied des étudiants avec une phrase de Stephen King, parce qu'eux arrivent, c'est leur culture, quoi. Donc pour eux, Stephen King, c'est bien, etc. Moi, ce n'est pas vraiment ce que je lis, mais il a écrit « Écriture, mémoire d'un métier », et où tous les conseils qu'il donne sont pour moi des conseils à prendre, quoi. Et il dit les adjectifs et les adverbes ne sont pas vos amis. Et donc, quand ils me mettent des adjectifs partout, je leur dis ouais, c'est pas bien. Alors, regarde, vous me quittez, toi, pour me dire que c'est pas bien. Et je leur dis voilà, Stephen King, prenez ça par cœur, gravez-le au-dessus de votre lit. Et puis, je leur dis aussi cette autre phrase de Stephen King si vous n'avez pas le temps de lire, vous n'aurez pas le temps d'écrire. Et ça, en général, ils regardent le bout de leurs chaussures parce que la lecture, pour eux, ça ne fait pas vraiment partie de l'écriture. Voilà, donc ça, c'est le côté création littéraire, à la fois dans ce qui a motivé l'écriture sous cette forme-là de cette enquête génétique, et puis dans ce qu'on peut en tirer à travers cette édition du temps perdu, qui est aussi un moyen de faire, c'est peut-être le premier jalon d'une reconstitution du processus d'écriture à partir, après le texte définitif,
le texte intermédiaire, et de là, on peut remonter aux dactylographies, différents états, puis au cahier. C'est-à-dire que normalement, en génétique, on remonte le fil, c'est-à-dire ce qui nous motive à travailler sur un texte, c'est le texte définitif et sa dimension patrimoniale, mais ensuite, on remonte de fil en fil. Or, dans la génétique proustienne, on est allé tout de suite au début avec Contre Sainte-Beuve, qui a été vraiment le sujet de travail de l'équipe Proust au début, et les cahiers. Et il y a peu de chercheurs, dont Isabelle, qui ont travaillé vraiment sur la fin, c'est-à-dire l'écart entre le texte définitif et le texte intermédiaire. Tu as beaucoup travaillé sur les placards, justement, et même les dactylographies. Et normalement, c'est un peu ça qu'il faudrait faire. Voilà. Pour embrayer là-dessus, c'est que effectivement, moi, je me suis intéressée à la ponctuation et à la phrase. Et les épreuves, c'est vraiment la dernière étape, avant l'étape où tout se fige, si tant est qu'on puisse le dire comme ça. Et c'est vraiment le moment où la phrase prend forme. C'est vraiment cette forme dans le temps qu'est la phrase. On la voit se dessiner effectivement sur les épreuves, chez Proust sur les épreuves, parce que comme l'a dit Jean-Marc Caranta, on a un jeu d'épreuves conséquent, jusqu'à 5 épreuves, au moins du début de Combray. Et là, on voit comment on a des corrections très, très fines, en fait, vous voyez, qui modèlent, qui dessinent le rythme de la phrase. Donc ça, c'est... dessiner un éléphant dans un vaisseau spatial. Ah, dessine le rythme de la phrase. Ah. Tu as vu ça? C'est rigolo. Il y a quelqu'un qui... C'est la machine elle-même. C'est la machine? Ouais. C'est intéressant. Mais... Oui, tu as dû prononcer... rythme de la phrase. Dessiner le rythme de la phrase. Tu as dû prononcer Siri et il s'est lancé tout seul. D'accord. Là, c'est bon, ça continue très bien. Donc, juste pour conclure sur cette écriture, s'interroger justement sur cette écriture de la recherche ou écriture par la recherche ou recherche par l'écriture, je ne sais pas comment le dire. En tous les cas, il est de tels ouvrages, Un amour de Proust, mais aussi d'autres, témoignent de ce tournant en fait pris dans la recherche en sciences, en SHS, en gros, en sciences humaines et sociales, mais peut-être plus particulièrement en littérature et en histoire, enfin en histoire tout d'abord, sur la revendication, on va dire, vraiment pour faire court, d'une certaine subjectivité dans l'écriture de la recherche. Donc, l'usage du jeu de la première personne et ce tissage donc d'écriture de la recherche et d'écriture littéraire. Jean-Marc a très bien expliqué au début comment les 3 ou 4 articles rigoureux, scientifiques et pointus et peut-être abscons au vulgus pecum de la génétique ont donné ces quelques pages dans Un amour de Proust. Donc, où est la frontière et plutôt, est-ce que cette frontière entre écriture académique ou écriture grise ou écriture de la recherche et l'écriture littéraire, elle est en train, je pense, de devenir poreuse. Et je citais Jablonka tout à l'heure. Jablonka, donc, il y a quelque temps, mais c'était l'époque où Jean-Marc, justement, était en train de boucler son habilitation. Et moi, ça me faisait vraiment fortement penser à ce qu'a fait Jablonka. Jablonka, il a donc écrit en tant qu'historien un livre qui s'appelle Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus. Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, il témoigne donc de la vie et de la mort prématurée, évidemment, en camp de concentration de ses grands-parents. Mais là, il portait atteinte, si vous voulez, à un tabou majeur dans l'histoire, qui est que en histoire, l'essentiel, c'est d'être exact, rigoureux, vrai, c'est-à-dire témoigner de ce qui s'est passé et pas de ce qui aurait pu se passer ou ce qu'on imagine qui se passe. Donc, le critère de l'exactitude et de la vérité, je ne peux pas développer ça, c'est évident, est un critère majeur dans l'histoire. Et donc, plus on prend de champ, plus on a de distance avec ce que l'on restitue en tant qu'historien, plus on a de chances d'être exact, objectif, rigoureux.
Là, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, c'était très proche et très personnel et très subjectif. Donc, on a, je vous ai cité de mémoire un passage tout à l'heure, on a une écriture où, comme chez Jean-Marc, on a des notes de bas de page, qui ne sont pas des notes de bas de page d'ailleurs, qui sont comme chez Jean-Marc des notes de chapitre, où on a des renvois aux archives, aux registres de police, etc., comme chez tout bon historien. Mais on a aussi des moments où Jablonka dit à haute voix qu'il va combler les blancs de son récit. Alors, on pense aussi à un grand historien, plus grand peut-être contemporain, Carlo Ginzburg, et à son titre, Le fil et les traces, vrai, faux, fictif. Alors, vous voyez, le fictif comme porte d'entrée sur le vrai, quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est ce que nous donne alors, à penser... vous voyez, pour nous, ça ouvre beaucoup de questions sur les questions de genre, problème générique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai parlé tout le temps d'une biographie? Est-ce que c'est une biographie? Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est un essai de critique génétique? Alors ça, c'est la page de couverture, mais la page de titre, c'est donc Un amour de Proust, Alfred Agostinelli, avec, vous voyez, ici, il y a juste Un amour de Proust, et il y a les dates. Vous voyez, 1888, 1914, et dessous, récit. On pourrait demander à l'auteur pourquoi récit, précisément, et non pas biographie, et non pas essai. Donc, pour lui donner le temps de trouver une réponse, je vous montre bien cette revendication qui est très clairement posée dès le départ. Bon, ça, je pense que tu t'es astreint à quelque chose aussi, pour bien montrer... bien baliser le chemin dans lequel tu t'engageais. Donc, c'est la scène initiale à laquelle tu as fait référence. Il sort d'un cinéma, c'est un peu comme Kerangal dans Au bout de la nuit. Donc, en traversant la Seine et l'île Saint-Louis, je pense à la mer, à Nice, à la tombe d'Alfred Agostinelli, etc. Dans ce livre, je n'ai pas cherché à faire surgir la vérité du mensonge, à tenir artificiellement le lecteur en haleine, à écrire une biographie romancée. Oui, parce qu'une biographie romancée, ça existe. Hein. Mon travail a consisté à rechercher les traces, j'ai croisé les sources, posé des hypothèses, argumenté, vérifié, démontré, etc. J'ai fait avec les lacunes de l'archive, etc. J'ai aussi relu ma vie autrement. Pendant ces années, il a fallu que j'éprouve ce dont je devais parler et que je me trouve en Agostinelli un frère, presque un double, et que parfois je me sente assez proche de ce qu'a pu ressentir Proust, jusqu'à être contraint de travailler au lit avec une certaine douleur dans le corps et en courant après le temps. Ainsi, la seule histoire que je puisse vraiment raconter, c'est celle de mon enquête sur Agostinelli. Au lieu de combler les manques du tableau par l'invention, j'ai intégré à l'histoire les obstacles rencontrés, les lacunes de la documentation, les distorsions des témoignages, tout ce qui met une limite naturelle à la connaissance et peut ainsi devenir un élément narratif. J'ai parfois usé de la licence permise à un romancier pour raconter les années de recherche qui précèdent l'écriture de cette vie d'Alfred Agostinelli, pour raconter comment j'ai tiré le fil de cette existence mineure dans les traces qu'elle a laissées. Alors, c'est surtout ça que je voulais lire. Je n'ai inventé que sur ce qui n'intéresse pas le lecteur moi-même. S'il faut tordre la vérité pour donner de la chair au récit, j'aime mieux donner la mienne que de trafiquer l'histoire dont j'ai eu tant de peine à reconstituer quelques fragments de vérité. Dans ce qui suit, je, entre guillemets, est donc un terme commode qui désigne le chercheur, ceux dont il croise la route n'ont peut-être pas existé, les époques se mêlent, je m'en dirai plusieurs fois sur les circonstances, je viens peut-être déjà de le faire. Cependant, aucun élément issu des recherches n'est inventé, les notes qui permettront de retrouver les documents en sont la preuve. Peut-être tu peux... J'ai très bien dit, mais... Oui, on a essayé. Ouais. Voilà, Ouais. montrer, répondre à cette question de cette place donc qu'occupe l'écriture littéraire dans la restitution ou la transmission de la recherche. Oui, c'est parti aussi le projet est aussi parti du constat que notre travail, c'est de transmettre la littérature, de l'expliquer dans ses détails stylistiques, dans sa dimension littéraire, et on n'a pas forcément l'écoute du public.
Et en même temps, il y a une demande de la part du public, c'est-à-dire qu'il y a des livres sur les écrivains, les biographies d'écrivains, les biographies même de gens qui sont à la marge de la vie des écrivains, et qui sont souvent faites par des gens qui n'ont pas notre compétence, notre connaissance et notre rigueur. Et j'ai vraiment eu le sentiment des faux-monnayeurs, c'est-à-dire d'avoir une demande, une attente de la part du public que normalement nous devrions pouvoir combler, et qui est comblée par des gens qui sont souvent des faux-monnayeurs. Et il faut le dire. Et donc, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, est-ce que finalement, le sentiment qu'on ne faisait pas vraiment notre boulot non plus. Et donc, ça m'a mené à ces deux postures, c'est-à-dire d'un côté dire, bon, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, parce que sur Agostinelli, y compris dans des biographies très sérieuses, je pense à celle de Duchesne, par exemple, il y a des choses qui sont complètement délirantes. C'est-à-dire que c'est un personnage qu'on connaît depuis les années 30, mais depuis, on n'a pas appris grand-chose sur lui. Et comme c'est un personnage qui peut être sulfureux, on a vraiment écrit des choses qui ne sont pas du tout fondées. Donc, l'idée, c'était de pas forcément rétablir la vérité, enfin, au départ, rétablir la vérité, pas forcément aller à l'encontre a priori de ce qui était dit. Moi, j'aurais adoré, j'ai commencé mes recherches par les archives de la préfecture de police de Paris et les archives des Alpes-Maritimes aussi, en me disant, je vais trouver des traces, je vais trouver des numéros d'écrou, je vais trouver des gardes à vue, je vais trouver des choses intéressantes. Or, quand je suis arrivé aux archives de la préfecture de police, on m'a dit, Agostinelli, ils ont fait des recherches, ça, non, a priori, on n'a rien. En revanche, on a un dossier sur Proust, sur la descente de police dans laquelle il a été pris dans un bordel en 18. Quoi. Il y avait des éléments du procès-verbal exposés à Carnavalet jusqu'à ces derniers jours. Donc, voilà, le délinquant, c'était a priori, hélas, pas Agostinelli. Moi, j'aurais adoré que ce soit vraiment une petite frappe monégasque et qu'il y ait la pègre derrière lui et que ce soit vraiment un gros manipulateur. Là, j'aurais eu vraiment un livre à succès. Bon, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas plus mal parce que ça me le rend finalement plus sympathique. Même s'il avait été un mauvais garçon, je pense que j'aurais pu le trouver sympathique aussi dans une certaine mesure. Et donc, voilà, il y avait cette volonté-là. Et donc, de poser dès le départ qu'il allait falloir mentir parce qu'il y avait besoin d'accompagner le lecteur. Et la frise, c'est une idée que je trouve dans les 15 jours, 3 semaines avant la remise de l'HDR, de l'inédit, parce que je me dis, non, vraiment, dans la fin, il y a trop de choses compliquées. Il y a les carnets, les cahiers, tout ça, et les gens ne vont pas s'en sortir. Et alors, elle a existé, cette frise. La scène où on est au cimetière a existé, mais la rencontre de la scène au cimetière et de la frise par ma mère, notamment mes filles, etc., ça n'a pas existé. Mais il fallait, voilà, il y avait la possibilité de faire le lien et d'introduire la frise. Donc là, il y a objectivement un mensonge, il y a une fabulation, il y a une fiction, sur toi. Mais c'est sur moi, sur les miens, donc il n'y a pas d'enjeu. Mais ça me permet de dire la vérité sur les éléments objectifs et de raconter l'histoire. Et ce qui souvent n'est pas le cas, c'est-à-dire que souvent dans ces textes-là, on fabrique, par exemple, le dictionnaire des Enthoven, là-dessus, il est assez intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une fabulation autour d'Agostinelli, et pas que. On a un petit invité, il y a un petit côté éco-poétique dans cette. Tu peux peut-être dire d'ailleurs comment il le décrit, il a les poches pleines de. Oui, il part avec des lingots, il a les poches pleines de billets, etc. Ce qui est peut-être vrai, mais on n'en sait rien. Et en revanche, il y avait des choses plus intéressantes à dire sur lui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ce passionnant voyage en territoire proustien, agostinélien, tarentien. Voilà. Vraiment, c'était un très beau voyage passionnant.